Correction du concours de médecine, la partie physique pour l'année 2024. Donc, la question de 15 à 17 concerne les ondes. Soit une source laser monochromatique S de longueur d'onde lambda, dont le bidet est placé devant un écran E. Un fil de diamètre A est placé entre l'écran et la source à une distance D égale à 5,5 mètres de l'écran. On éclaire le fil à l'aide de la source S. On observe sur E des taches de diffraction, soit L la largeur de la tache centrale. Le demi-angle θ sous laquelle on voit la tache centrale étant très faible. Donc la question numéro 15, l'expression de lambda en fonction de D, L et A, parmi les 5 propositions. Donc ça c'est facile, donc on a toujours, donc voici le schéma, voici la source, voici la fente par laquelle elle passe le rayon laser. Elle sera interceptée sur l'écran et on a une tache centrale. Donc tout simplement on divise la tache centrale en deux, ça c'est L, ça c'est L, ça c'est L sur 2. Donc on a tangente de θ, c'est L sur 2 sur D. Ça, c'est la distance D. Donc, on a tangente θ est égal à L sur 2 sur D. Et puisque θ il est tellement petit, c'est-à-dire que tangente de θ est égal à θ. Et ça, c'est ce qu'on appelle le postulat de la diffraction. C'est-à-dire, ça, c'est donné. Sinus de θ, à peu près est égal à θ, est égal à lambda sur A. Donc, on égalise ces deux termes-là. Donc, on déduit que lambda est égal à A, L sur 2D. Donc, il faut cocher la réponse D. Donc, on utilise des fils de diamètre différents, c'est-à-dire on varie la dimension de la fente, cette ouverture. Et on mesure pour chacun la largeur L de la tache centrale. On constate que L elle est proportionnelle à 1 sur A. Donc, le L divisé par 1 sur A donne un coefficient de proportionnalité appelé P, qui est égal à 7 10 moins 6 mètres carrés. Et donc, on donne 35 sur 55 égale à 0,63. Donc, quelle est la longueur d'onde lambda parmi les 5 propositions? Donc, on a L sur 1 sur A est égal à P, qui est égal à 7 10 à la puissance 6 mètres carrés. Et on a lambda est égal à L sur 2D. C'est-à-dire que L sur 1 sur A sur 2D. L sur 1 sur A, c'est P. Et P est égal à 7 10 moins 6. D égale à 5,5. Donc pour faire apparaître ce terme-là, il faut qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. Donc on va trouver 35 sur 2 fois 5, ça fait 10 fois 55. Ça devient 10 moins 5. Donc 35 sur 55 est égal à 0,63. Et ça, c'est 10 avec 5, avec 10 moins 5, ça donne 10 moins 6. D'où lambda égale à 6,3, 10 moins 7 mètres.
Donc il faut cocher la réponse C. Pour un poil de diamètre D, c'est-à-dire la fente, la mesure de l'attache centrale donne L égale à 35 mm. C'est-à-dire on a la longueur de l'attache centrale. Ce qu'on veut, c'est le petit a ou bien le D, c'est-à-dire le diamètre de la fente. Donc tout simplement, on va inverser la relation. On a lambda égale LA sur 2D, c'est-à-dire que A est égal à 2 lambda D sur L. A, c'est D. Donc tout simplement, on va remplacer donc les termes ici. On va trouver que D, elle est égale à 0,2 mm. Donc, on a ce qu'on appelle une transformation nucléaire. Donc, le molybdène MO99, qui a pour Z égale à 42, est un radioactif β- de demi-vie physique T1 égale à 66 heures et de constante radioactive lambda 1. Le noyau fils obtenu est radioactif gamma de constante radioactive lambda 2 égale à 32 10-6 secondes moins 1. Le noyau fils donne un noyau petit-fils stable. Donc on donne ça, ce sont des valeurs tout simplement. Donc le noyau fils, donc quel est le noyau fils parmi les 5 propositions ici? Donc on a molybdène, donc c'est un élément radioactif β-, c'est-à-dire ça. Donc ce qu'on cherche, c'est le X. Donc on a la loi de Soddy, c'est-à-dire que A plus 0 égale à 99 et que Z moins 1 égale à 42. Donc on trouve que A égale à 99 et que Z égale à 43. Donc on trouve que le noyau fils c'est TC 43,99. La demi-vie physique du fils est T2 égale. C'est-à-dire de cet élément chimique. Donc on a par définition, c'est-à-dire c'est pas par définition, mais tout simplement c'est une démonstration, c'est-à-dire que c'est facile à démontrer, c'est-à-dire que tout simplement on pose donc lambda 2 c'est ln de 2 sur Tn demi. Donc Tn demi c'est ln de 2 sur lambda 2. Donc ça c'est 0,7, ça c'est 32 10-6. Donc en faisant apparaître l'un des valeurs proposées ici. Donc tout simplement, donc, on va multiplier C par 5, le numérateur et le dénominateur. On aura donc 35 et 32 c'est 16 fois 2. Donc maintenant on va prendre le 35 avec le 16 et le 2 fois 5 ça fait 10. Ça nous donne donc 35 sur 16, ça c'est 10 à la puissance 4. Donc 35 sur 16 c'est 2,18 qui multiplie 10 à la puissance 4, c'est-à-dire 21 800 secondes. Nous, on veut quelque chose en heures, on va la diviser par 3600, ça nous donne 6 heures quelques. C'est-à-dire que T1 demi, elle est de l'ordre de 6 heures. Le fils du molybdène radioactif est largement utilisé en médecine pour réaliser des scintigraphies.
Chez l'adulte, la scintigraphie du squelette osseux est réalisée par injection intraveineuse d'une activité de 640 millions de becquerels. Habituellement, l'injection se fait le matin à 8 heures, c'est-à-dire à t égale à 0, c'est 8 heures, et permet la réalisation de la scintigraphie après un temps d'attente t après l'injection. Donc, le nombre de noyaux du radioélément fils administré à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire à 8 heures. Donc, on a à t égale à 0, on a A0 est égal à 640 millions de becquerels, c'est-à-dire 640, 10 à la puissance 6 becquerels à l'instant t égale à 0. Et on a A0 est égal à lambda N0, c'est-à-dire que N0 est égal à A0 sur lambda. Donc, on a A0 et lambda égale à ln de 2 sur T1 demi. Donc, ça, on multiplie par l'inverse, c'est-à-dire A0 T1 demi sur ln de 2. On a ça égale à 640 10 à la puissance 6. T1 demi, on vient de trouver qu'il est égal à 21 800 secondes. Et on a ln de 2 égale à 0,7. Donc, tout simplement, donc, on a 640, c'est 16 fois 4 fois 10. Et 218, c'est-à-dire c'est 10 au carré. On va multiplier ici par 5, on multiplie ici par 5. Donc, 4 fois 5, c'est 20. On a 35 ici. Donc, ça, c'est 2000, ça, c'est 218. Et ça, ce sont les puissances. Donc, on a ici une puissance de 10, une puissance de 6, une puissance de 2, et une puissance de 1 qui va monter encore. C'est 10. Donc, on remplace 16 sur 35 par la valeur, c'est 2,18. C'est l'inverse. Donc, en faisant le calcul, on va trouver qu'il est égal à 0,2, 10 à la puissance 14. Donc, juste à la fin de l'examen, l'activité mesurée chez le patient injecté est égale à 70% de sa valeur mesurée à 8 heures. Et en découle que l'examen s'est terminé à. Donc, on a commencé à 8 heures. Donc, à quel temps on va terminer l'injection? Donc, on a la relation A, c'est-à-dire l'activité à l'instant t égale l'activité à l'instant t égale à 0, l'expansion de moins lambda de t. Donc, on a A0 640 millions de becquerels et on a à t égale 70% de A0. Donc, lambda 2 égale à 32 10 moins 6 secondes moins 1. Donc, on remplace ici, tout. Donc, on remplace. Puis, on passe à le E de ln. Donc, on passe à ln. ln de ce terme-là est égal à ln de ce terme-là, c'est-à-dire moins lambda de t. Ce terme-là, on la connaît. C'est 0,35. Donc, t égale à 0,35 sur 32 10 moins 6. Donc, c'est 35 sur 32. Et 32, c'est 16 fois 2. Ce terme-là, 35 sur 16, c'est 2,18. Ça, c'est 1 sur 2. Donc, on va diviser. Il reste égal à 1,09 10 à la puissance 4. C'est-à-dire 10 900 secondes. On divise par 3600. On va trouver qu'il est à peu près égal à 3 heures. Donc, l'examen prend fin à 8 heures plus 3 heures. Ça fait 11 heures. Donc, à 11 heures, on termine l'injection.
La décroissance radioactive du molybdène 99, la courbe 1, d'activité A10 qui est égal à 1 gigabecquerel, c'est-à-dire 10 à la puissance 9 becquerel, à l'instant initial, et à l'origine d'une décroissance première de l'activité de son fils, courbe 2, qui atteint après un temps Tmax qui est égal à 24 heures, une activité maximale A2 max. Donc ici, les deux courbes, en ce point-là, elles vont prendre la même allure. C'est-à-dire, en ce point-là, il y a une coïncidence avec l'activité initiale et l'activité maximale, à taille égale à Tmax. Après ce temps, son activité, après ce temps, l'activité suit celle de son père. Donc, elle passe, et donc elle suit la même évolution. Donc, elle donne ces valeurs ici. Ce qu'ils veulent, c'est l'activité de max, à l'instant T max. Donc, en ce point-là, on a le A10, c'est-à-dire le 1 gigabecquerel, est égal à 2 max. Donc, on écrit l'équation, donc on a ceci est égal à celle-là, c'est-à-dire que 1 10 à la puissance 9 becquerel qui multiplie E moins lambda T max est égal à A2 max. C'est-à-dire que A2 max, elle est égale à 10 à la puissance 9, l'exponentielle, donc lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi qui multiplie T max. Donc on a T1 demi, c'est 66 heures. Donc on a T1 demi, c'est 66 heures. Et on a T max est égal à 24 heures. Donc tout simplement, on remplace ici. Donc on va simplifier par 6, il reste 11, 4 sur 11. Donc le 4 sur 11, ils nous ont donné est égal à 0,36. Donc on aura donc 10 à la puissance 9, l'exponentielle de moins ln de 2 qui multiplie 0,36. Donc ça, cette expression-là est égale à l'exponentielle de moins ln de 2 à la puissance 0,36. Et cette expression-là est égale à 1 sur ln, est égale à 1 sur l'exponentielle de ln de 2. Et l'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc ça, c'est 1 sur 2, c'est 2 moins 1. Donc c'est 2 à la puissance moins 0,36, qui est égal à 0,78. Donc, ce terme-là est égal à 0,78 qui multiplie 10 à la puissance 9. Donc, ça nous donne 790 à la puissance 6. Donc, ça nous donne 790 à la puissance 6 becquerel, c'est-à-dire 780 millions de becquerels. La mécanique, un corps solide S de centre d'inertie G de masse ms glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 24 degrés par rapport au plan horizontal. À l'instant t égal à 0, on libère le S du point A sans vitesse initiale.
on étudie le mouvement de G dans le repère galiléen R, A, X, Y. Donc on donne la masse, on donne tout ça, ce sont des données. Donc les coordonnées du vecteur accélération dans le repère R de régine A et d'axe X, Y. Donc, soit S, donc il est soumis à deux forces. Donc il y a le poids et il y a la réaction du plan incliné. Puisque les frottements sont négligeables, donc R est perpendiculaire au plan incliné. Donc on applique le principe fondamental de la dynamique dans un repère galiléen. On a P plus R est égal à M Hg. Hg, il a deux composantes. Il y a la composante selon X, c'est X de point, et selon Y, c'est Y de point. Donc on projette cette relation-là sur les deux axes. On trouve donc ça, c'est P sinus alpha est égal à mx seconde, et ça c'est moins P cosinus alpha plus R égale à 0. Donc on en déduit que x seconde elle est égale à G sinus alpha et que y seconde égale à 0. Donc ainsi, les coordonnées de Hg sont G sinus alpha et 0. La vitesse VB au point B. Donc, elle va parcourir la distance AB. Donc, en partant de A, son vitesse initiale, elle parcourt la distance AB et elle va arriver à B avec une vitesse VB. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre la position A et B. Donc, on a delta EC entre A et B égale à la somme des travaux des forces extérieures, c'est-à-dire le travail de poids et le travail de la réaction entre A et B. Donc, ça, on exploite cette relation-là, donc ça nous donne cette valeur-là. Ça, c'est le travail de P, car le travail de R, elle est égal à 0 du fait que R, elle est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire que les frottements sont négligeables. Ça égale à 0, donc, puisque son vitesse initiale. Donc, il reste, après simplification par M, elle reste VB au carré est égal à 2G fois H. Et H, ce n'est rien d'autre que cette dénivellation, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc, c'est ça le H. Donc, c'est ça le H. Le H, il est égal à AB sinus alpha. Donc, tout simplement, si tu... Donc, c'est ça la relation. Donc, application numérique, ça nous donne 4 mètres par seconde. L'intensité de la force R exercée par le plan AB sur le solide, c'est-à-dire la réaction ici. Donc, c'est facile puisqu'on a déjà trouvé son expression ici. Donc, R est égal à mg cosinus alpha. C'est-à-dire, c'est la force qui compense. Donc, le R, elle est égal à P cosinus alpha. Ou bien R moins P cosinus alpha égale à 0. Donc, tout simplement, donc, on remplace cosinus de alpha, et ainsi de suite. Ça, c'est donné. Donc, on trouve qu'il est égal à 90 newtons. L'électricité dans un circuit électrique, si l'on applique une tension de 12 volts si on applique
une tension de 12 volts à une résistance de 6 ohms, quelle est l'intensité du courant? Donc tout simplement, on applique ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc on a U est égal à RI, c'est-à-dire que I est égal à U sur R. Donc c'est 12 sur 6 est égal à 2 ampères. Donc I est égal à 2 ampères, donc on ne figure pas parmi les solutions proposées. Donc la solution c'est E. Un condensateur initialement déchargé de capacité C égale à 10 microfarad est placé en série avec un conducteur ohmique de résistance R est égal à 2 kΩ. Le générateur de tension est caractérisé par sa force électromotrice E égale à 4 volts. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. C'est-à-dire que le condensateur commence à se charger. Donc l'intensité I de T du courant électrique circulant dans le circuit s'écrit. Donc voici le circuit. Donc on ferme l'interrupteur. Donc le courant il circule dans ce sens-là, puisque le E, elle est dans ce sens. Donc on a le E, la tension ici est égale à la somme des deux tensions ici. C'est-à-dire que E est égal à RI de T plus IC de T. Ça c'est la tension au bord du condensateur, ça c'est la tension au bord de la résistance. On va dériver cette expression ici. Donc la dérivée de E c'est 0. Donc ça nous donne RDI sur DT plus DUC sur DT. Et vu que Q de T est égal à CUC de T, c'est-à-dire le I est égal à la dérivée de DQ sur DT, c'est-à-dire est égal à C DUC sur DT, c'est-à-dire que DUC sur DT est égal à I de T sur C. On va la remplacer ici. Donc on aura donc 0 est égal à RDI sur DT et DUC sur DT, on va la remplacer par I de T sur C. Puis on va diviser par R. Donc on a cette équation ici qui est une équation différentielle de premier ordre. Donc la solution c'est facile à trouver, c'est I de T est égal à K, l'exponentielle de moins T sur RC. Donc il faut chercher le K. À l'instant T égale à 0, donc ça c'est, on remplace par 0, il reste K. Et I à l'instant T égale à 0, elle est égale à E sur R. C'est-à-dire que K, elle est égale à E sur R. Donc on remplace le K par E sur R. D'où I de T est égal à E sur R, l'exponentielle de moins T sur RC. L'intensité du courant électrique à l'instant T égale à 0 est la charge maximale du condensateur. C'est-à-dire les deux, on veut les deux valeurs. Le I à l'instant T égale à 0 et le Q max. Donc on a I à l'instant T égale à 0 et donc c'est égal à E sur R. C'est-à-dire C4 sur 2 kΩ, c'est-à-dire 2 10 à la puissance 3. C'est-à-dire on va trouver qu'il est égal à 2 10 moins 3 ampères, c'est-à-dire 2 milliampères. On a I de T, elle est égale à cette expression ici. Donc le I de T c'est quoi? C'est dQ sur dt. C'est-à-dire que Q c'est l'intégrale avec une constante. Donc l'intégrale ici, ça donne ce terme ici, avec un moins. Donc maintenant, il faut qu'on cherche la constante K.
Donc un instant t égale à 0, le Q égale à 0. Donc on trouve que K elle est égale à EC. Donc on remplace ici, on trouve que Q de T est égal à cette expression ici. Donc cette valeur-là, ça s'appelle la charge maximale. Donc la charge maximale, c'est le produit E fois C. Donc c'est le E, il est égal à 4 et le C est égal à 10 microfarad, c'est-à-dire 10 moins 6. Donc on trouve que est égal à 40 microfarad. Donc on a ainsi I, à l'instant T égal à 0 est égal à 2 milliampères et Qmax est égal à 40 microfarad. Donc c'est la réponse, c'est D. Ça, ce sont des questions de cours, c'est pas... Donc, une transformation rapide et lente d'un système chimique. Donc, parmi les affirmations suivantes, laquelle est incorrecte, c'est pas correct, concernant les transformations rapides et lentes d'un système chimique. Donc, ça, c'est du cours, purement du cours, c'est tout simplement, vous connaissez que une transformation rapide et lente d'un système chimique. Donc, la température n'a aucun effet sur la vitesse des réactions chimiques. Mais ça, c'est juste. Car une transformation qui est rapide, c'est une transformation dont la durée est courte. Et une transformation qui est lente, c'est une transformation dont la durée elle est observable. Un catalyseur, c'est un élément chimique ayant pour rôle d'accélérer les transformations chimiques qui sont très lentes. Elles favorisent la réaction. C'est-à-dire que la réponse c'est C. La combustion du papier. Donc lorsqu'on prend un papier et on allume, on trouve que la transformation chimique elle est rapide. Donc dans un laps de temps, le papier sera dégringolé. Donc c'est-à-dire que la transformation chimique elle est rapide. La rouille, c'est le FeE3. C'est-à-dire que ce sont les débris de fer qui se trouvent déposés dans les parties où il y a l'humidité. Donc la rouille du fer est un exemple de transformation chimique qui est lente. C'est pas rapide, parce qu'il faut beaucoup de temps, et même des mois et des années pour que la rouille se forme. Donc c'est une transformation chimique qui est lente. Donc parmi les facteurs suivants, lequel a pour effet sur la vitesse d'une transformation chimique? Donc la concentration a un effet. C'est pas un effet sur la vitesse. Les concentrations, la nature des réactions, la nature des réactifs encore a un effet. La température a un effet, la pression a un effet, mais la lumière, elle n'a pas d'effet. Elle a peu d'effet, c'est pas elle n'a pas d'effet, mais elle a un peu d'effet en comparaison avec les quatre. Un catalyseur, c'est une substance qui favorise la réaction, c'est-à-dire augmente la vitesse. Donc ça, c'est la réponse juste. Donc ça, c'est faux. Une transformation chimique non totale est une transformation dans laquelle
Donc s'il n'est pas total, elle est réversible. Parce que si elle est totale, la réaction se symbolise donc comme ce sens. Ça, c'est une réaction totale. Si elle n'est pas totale, alors elle est réversible, c'est-à-dire en équilibre. La constante d'équilibre cassée d'une transformation non totale est une quantité sans dimension. Dépend de la concentration des réactifs et des produits à l'équilibre, augmente avec la température, diminue avec la température. Donc, elle n'a pas d'influence avec la température. Tout simplement, c'est une quantité qui est sans dimension. Car lorsqu'on calcule le Kc, tout simplement, le Kc, c'est le rapport des concentrations. On a des concentrations sur des concentrations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité ici. Pour qu'une transformation non totale exothermique, c'est-à-dire exothermique, c'est qu'il libère de l'énergie, ou bien il libère de la chaleur. Donc une transformation non totale exothermique, c'est une transformation qui libère de la chaleur. Donc l'augmentation de la température. Est-ce qu'elle va favoriser la réaction? Favoriser la réaction inverse n'a aucun effet. Déplacer l'équilibre vers la formation des réactants, déplacer l'équilibre vers la formation des produits. Donc, pour une transformation qui est non totale, c'est-à-dire qu'elle est réversible. Donc, mais elle est exothermique, c'est-à-dire que normalement, on va voir après, c'est-à-dire que son enthalpie, il est négatif. Donc, pour une transformation qui est non totale, c'est-à-dire elle n'est pas totale, c'est-à-dire elle a un équilibre. Elle est exothermique, c'est-à-dire qu'il libère de la chaleur. L'augmentation de la température, déjà il libère de la chaleur, donc ça n'a pas d'importance avec la température. Donc l'augmentation de la température, tout simplement, il va favoriser la réaction inverse. C'est-à-dire que on a cette réaction ici, puisqu'elle est exothermique, donc elle va favoriser dans le sens inverse, c'est-à-dire que les produits influencent sur les réactifs. Supposons la transformation suivante, A plus B en équilibre dans C plus D, avec Kc égale à 10 à 25 degrés C. À une certaine température, on introduit une quantité supplémentaire de A. Donc on ajoute le A. Donc l'équilibre se déplace. Donc qu'est-ce qu'on va se passer? On a le Kc, elle est égale à C D sur A D. Donc le A devient A', c'est-à-dire il va devenir A'. A', il est supérieur à A, parce qu'on a augmenté. Lorsqu'on va augmenter ce terme-là, donc ce rapport, il va diminuer. Donc augmenter ça, c'est-à-dire que Kc, elle va diminuer. Donc l'équilibre, puisque Kc, il a diminué, c'est-à-dire que l'équilibre va augmenter. Pour augmenter Kc, il faut augmenter le numérateur. Donc augmenter le numérateur, c'est-à-dire faire varier, c'est-à-dire favoriser la formation des produits, c'est-à-dire vers la droite, formation de C et D. Car C, c'est une constante d'équilibre. Donc l'équilibre va rester toujours égal à 10. Un mélange réactionnel est à l'équilibre pour la transformation suivante. Donc on a cette réaction avec Kc égale à 4. Donc on retire maintenant une partie du produit C. On va retirer le C qui fait partie du produit. Donc ça, et on va diminuer. Donc Kc, il va diminuer parce qu'on va diminuer la quantité de C. Donc on retire une partie du produit C. L'équilibre sera déplacé. Donc il va se déplacer vers la formation de C puisqu'on a diminué C. Et on veut que Kc reste constante, donc il faut que l'équilibre sera déplacé vers la droite, vers la formation de C, pour récupérer la partie de C qui a été éliminée. Donc vers la droite pour la formation des produits.
Ou bien on peut raisonner autrement. On va écrire par exemple KC qui est égal à 4, elle est égale à C D sur A B au carré. Donc, on ne connaît pas les valeurs, mais le C, elle va diminuer. C'est-à-dire, on va avoir un C' qui est inférieur à C. Donc ça, elle reste constante. Donc ce terme-là, elle est constante. Donc, KC, donc le C, elle va diminuer, c'est-à-dire que KC, elle va diminuer. Donc pour qu'elle reste constante, il faut augmenter le C. C'est-à-dire que l'équilibre doit être évolué dans ce sens-là. Donc de la droite pour former le C. Pour une transformation chimique donnée, la variation d'enthalpie standard delta H0 est négative. Cela signifie que la transformation elle est exothermique. Donc ça, c'est une autre notion, c'est ce qu'on appelle la thermochimie. Donc le H, l'enthalpie, c'est l'énergie interne plus le produit de la pression avec le volume. Ça, c'est l'énergie interne. Le H, elle dépend de la pression. Delta H à pression constante est égal à la variation de l'énergie interne plus P fois delta V. V, c'est la variation du volume. Donc, lorsqu'on dit c'est une transformation avec delta H, c'est delta H il est négatif, cela signifie que la transformation elle est exothermique. C elle est positive, la transformation elle est endothermique. Pour une transformation chimique donnée, la variation d'entropie. L'entropie, c'est delta S qui est égal à delta Q sur T. Delta Q, c'est la variation de l'énergie calorifique sur la température T. Donc, le delta S, elle mesure le désordre. Donc, puisque la variation d'entropie standard delta S, elle est positive, donc le désordre va augmenter. Si il est négatif, le désordre va diminuer. Donc delta S il est positif, signifie que le désordre du système augmente. Delta H il est négatif, signifie que la réaction elle est exothermique. On a cette transformation ici, avec delta H, elle est négative, c'est-à-dire exothermique, et delta S, elle est positive, c'est-à-dire le désordre du système augmente. Donc, qu'est-ce que se passe lorsqu'on dit une transformation est spontanée? Quand une transformation elle est spontanée, il suffit que le delta H soit négatif et que, le delta S, c'est-à-dire, soit positif. C'est-à-dire que l'enthalpie soit négative et l'entropie soit positive. Donc ça, ce sont des conditions nécessaires pour que puisse avoir une transformation spontanée, c'est-à-dire à la fois, qui se produit à la fois, c'est-à-dire exothermique et le désordre va augmenter spontanément. La dernière question, c'est posons la réaction suivante, 2A plus B, on équilibre avec C et D. On effectue les mesures suivantes. Donc, on a des concentrations. La constante d'équilibre cassée de cette réaction est de l'ordre de 2. Est-ce que la réaction est-il à l'équilibre? Donc, ça, il faut calculer ce rapport ici. Donc, on a C D sur A au carré. C'est A au carré B. C'est A au carré B. Donc ça c'est C. C'est 0,3 fois 0,1, c'est-à-dire 3, 10 moins 2.
A au carré, c'est 10 moins 2 qui multiplie 2, 10 moins 1. C'est 2, 10 moins 3. C'est 2, 10 moins 3. Donc, ceci, donc, ça nous donne quelque chose qui est différent de 2. Donc, le rapport trouvé, il est différent de 2, différent de la constante d'équilibre, c'est-à-dire que le rapport de concentration des produits aux concentrations des réactifs n'est pas égal à Kc. Donc, ce rapport n'est pas égal à Kc. Donc, ça, ce qu'on appelle, ça, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Ça, c'est la variation de l'enthalpie. Ça s'appelle l'entropie. L'enthalpie a une relation avec l'entropie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre, ou bien l'énergie du Gibbs. Donc, c'est l'enthalpie moins T fois l'entropie. La variation de l'enthalpie libre, c'est delta H moins T delta S. Ça, ce sont des formules que vous voyez une fois vous êtes inscrit, que ce soit dans les grandes écoles ou bien à la fac. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.